Salut à tous et bienvenue pour ce dernier épisode du rétro podcast consacré à la Coupe du Monde 98. Voilà, c'est le dernier volet. Avec moi aujourd'hui, j'ai toujours Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Et Yaya aussi nous a rejoint. Salut Yaya. Bonsoir à tous. Voilà, donc cette fameuse finale qu'on se remémore tous de toute façon, c'est un peu comme si c'était hier. France-Brésil, c'est pas une finale non plus de minable, c'est vraiment la finale rêvée entre le Brésil qui avait été champion du monde 4 ans auparavant et puis la France qui a fait son petit parcours, qui a fait un parcours honorable lors de la qualification, du premier tour jusqu'à la demi-finale. Vous voulez ajouter quelque chose dessus? C'était quoi votre sentiment? Est-ce que vous voyez la France gagner ce soir-là? Vas-y Yannick, je te laisse parler. Moi, mon sentiment, sincèrement, parce qu'on parlait du Brésil, donc le Brésil pour moi, c'était quand même une montagne quand même. Oui. Donc, voir avec le parcours qu'avait fait, comme tu dis, honorable de l'équipe de France, on s'est dit pourquoi pas, on va prier pour que ça se passe bien et comme cette soirée s'est bien passée, mais comme moi et d'autres Français, je pense que on voulait vraiment que ça soit la première ou deuxième mi-temps, ou du début à la fin, que ça se passe comme on l'a eu. Et je pensais qu'on pouvait pas imaginer un match comme ça avec en plus 3-0. Quoi. Ouais, donc, voilà, c'est sûr. Et puis le Brésil à terre carrément. Quoi. C'est sûr. Et toi, Gabi? Moi j'ai un très bon souvenir parce que moi j'ai vécu en fait le match sur écran géant avec pas mal de gens sur Paris en fait et franchement c'est pas que j'avais l'impression d'être au stade en fait, mais j'avais vraiment l'impression de communier avec tous les gens qui étaient dans le Stade de France en plus quoi, et vraiment vivre en fait l'événement avec le public français en fait sur le territoire français. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Une grosse ferveur quoi. Ouais. Parce que par exemple la Coupe du Monde 2002, je l'ai pas vécu en France, j'étais en Amérique et j'étais très déçu non seulement par la performance de l'équipe de France, mais le fait aussi d'avoir raté l'ambiance qui aurait pu avoir en France et que j'ai pas vécu. Et là, franchement, j'ai vécu tout de A à Z j'ai déjà le fait d'avoir vu tous les matchs et d'avoir participé à la finale entre guillemets avec les Français, ça a vraiment fait des souvenirs marquants en fait que j'oublierai jamais quoi. Et en plus la victoire 3-0, c'est pas que c'est inespéré, mais et sincèrement, je me souviens de, tu sais, l'histoire de la feuille de match qui est sortie avant Oui. Avant au Stade de France sans Ronaldo et avec Ronaldo, on n'était pas du tout au courant, nous en fait. On l'a su bien longtemps après. Voilà, on l'a su après. Je pense que c'est peut-être Canal+ qui a mis le nez dedans, mais essaye de rappeler pour ceux qui écouteraient le podcast ce qui s'est vraiment ce qui s'est passé avec Ronaldo, parce que peut-être que certains ne savent pas l'histoire qu'il y a eu avec Ronaldo justement. Ouais, moi j'ai la chance en fait d'habiter pas loin de Lesigny en fait, le lieu en fait où se trouvaient en fait les Brésiliens. Le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement en fait qui avait été adapté dans un château. Ils avaient créé un stade d'entraînement avec des terrains et les gens pouvaient aller les voir. Ouais. Et en fait, le matin du match, en fait, ce qui se passe, c'est que Ronaldo est pris de convulsions en fait. Et malheureusement, en fait, il y a eu pas mal de spéculations sur les raisons pour lesquelles, en fait, Ronaldo a mal réagi à certains produits. D'autres ont dit que c'était une crise d'épilepsie qu'il a fait seulement à cause des jeux vidéo. On sait pas trop. J'y crois moins ça. Ouais, vas-y. Excuse-moi, c'est juste que Ronaldo, il était quand même pour cette Coupe du Monde, il avait été blessé en fait. Il a eu, c'était quoi? C'était un problème au genou, non? Il a joué sous infiltration à cause d'un problème au tendon rotulien en fait, comme Ronaldo en fait en 2014. Et c'est une blessure en fait qui te permet pas du tout de plier la jambe ou de courir en fait. Et dès que t'es à l'arrêt, au repos, je veux dire, ton genou c'est du béton. Tu peux pas le plier en fait.
Et il avait déjà cette blessure-là à l'Inter de Milan en fait quand il a fini la saison, et il a mal fini la saison avec infiltration sur infiltration. Malheureusement à la Coupe du Monde, le fait de pas jouer, d'avoir beaucoup de périodes de repos entre les matchs, en fait, un match par semaine, ça lui a réveillé sa blessure. Et bon, plus tard, ce qu'a révélé un docteur, longtemps plus tard, c'est que malheureusement Ronaldo a eu des infiltrations aux corticoïdes en fait, et une overdose a provoqué en fait sa crise d'épilepsie, et il a failli y passer, Ronaldo, je pense. Moi j'ai été sujet à des crises d'épilepsie. Quand t'en fais une en journée, ça tient vraiment du miracle qu'il ait pu poser un pied devant l'autre en finale, hein. Parce que tu t'en sors pas comme ça, super en forme. En plus, vous vous souvenez du choc avec Barthez qu'il a eu pendant le match, hein. T'imagines déjà. C'était incroyable. C'était incroyable, hein. Il se reçoit un autre coup dans la tête, un énorme coup c'est un coup de ventre, hein, qui se reçoit de Barthez lors du télescopage. Il fait une sacrée galipette vers l'avant, quoi. Ouais, là tu te dis, donc déjà, au début tu savais pas qu'il y avait eu cette histoire de convulsions, mais quand tu as su qu'après il avait eu des convulsions, à mon avis dans sa tête ça a dû pas mal tourner, je pense, hein. Ouais, c'est sûr. Et puis, comment dire, Ronaldo, et donc il est pas aligné en fait sur la première feuille de match qui est donnée par la FIFA à la tribune de presse en fait. Et à la place c'est Edmundo en fait, qui était à la place, qui est aligné, et puis je crois que c'est 15 minutes après, finalement c'est une nouvelle feuille de match. Parce que c'est Nike qui a voulu, parce que Ronaldo était sponsorisé par Nike, et c'est Nike qui a voulu que Ronaldo soit aligné, qui a fait des pieds et des mains pour que Ronaldo soit aligné le soir du match, quoi. C'est ce qu'on a dit, quoi. C'est fou quand même de jouer avec alors je sais pas, est-ce que Nike savait qu'il avait eu oui, normalement je crois qu'il savait qu'il avait eu des convulsions. Mais enfin c'est quand même jouer avec la vie d'un homme, quoi. Je sais pas, mais c'est quand même dingue, et c'est là que tu vois que le pognon, que le marketing peut te faire n'importe quoi. C'est fou, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que Ronaldo dans la journée n'a même pas participé à l'entraînement. Voilà, au début de la préparation de l'équipe du Brésil, avec la conférence sur tableau noir et l'entraînement, quoi. Il s'échauffe pas. Il est parti à l'hôpital dans la journée à Paris. Il est revenu, il a fait l'aller-retour. Et puis il y a quand même plus de 50 km. Enfin, il y a 30 km aller-retour. Ça fait 60 pour aller sur Paris du camp d'entraînement. Donc il a passé quand même 1h30 en voiture, trimballé partout. Il est arrivé juste une demi-heure avant le match. C'est quand même pas sérieux, quoi. Comment peux-tu être en forme pour un match, quoi? C'est fou, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Ouais. Et enfin bon, on va parler du côté positif. Voilà. Jovial, c'était quand même une anecdote à sortir, parce que c'est parce que Nike a voulu absolument que Ronaldo joue, il joue, mais complètement en méforme. Alors je me dis peut-être heureusement pour l'équipe de France que Ronaldo était en méforme. Parce que je pense que s'il avait vraiment été aussi en forme que ce qu'il avait montré auparavant dans les autres matchs, ça aurait pris une autre tournure le match, hein. Contre le Chili et le Maroc, où il avait été flamboyant. Ouais. Je vais rappeler vite fait le parcours, hein, mais on s'attarde pas dessus, parce qu'on y avait déjà fait dans les autres podcasts d'avant. Je vais juste rappeler vite fait le parcours du Brésil. Donc Brésil dans le groupe A qui bat l'Écosse 2-1, qui bat le Maroc 3-0, et qui perd son premier match 2-1 contre la Norvège. Ensuite 8e de finale 4-1 contre le Chili, 3-2 contre le Danemark, et enfin ils font un partout et ils gagnent au tir au but contre les Pays-Bas. Voilà. Déjà, ils sont déjà tombés contre des grosses écuries, hein, le Danemark, les Pays-Bas, voilà. Après, ils se sont fait surprendre par les Norvégiens, ça on y avait vu, c'était voilà. Et l'équipe de France qui, fait un premier tour, déjà avait un groupe assez facile, qui bat l'Afrique du Sud 3-0, qui bat l'Arabie Saoudite 4-0, qui a un premier gros test contre les Danois et qui gagne 2-1, et après c'est
déjà huitième et quart de finale qui sont très très compliqués avec 1-0 en prolongation contre le Paraguay et 0-0 contre l'Italie en quart de finale. Ils gagneront au tir au but 4-3 et enfin cette fameuse demi-finale où ils battent la Croatie 2-1. On a eu des sueurs à beaucoup de matchs. Oui, c'est vrai. Surtout, comme on disait, moi, surtout le match contre le Paraguay, quoi. Ouais. Mais même l'Italie. Même l'Italie, ouais. Je pense à l'Italie aussi. Parce qu'il y a eu 0-0. Baggio qui aurait pu marquer un but qui est passé à quelques centimètres du poteau. Ça aurait pu tout changer le match, quoi. Après, Baggio, c'est l'histoire de sa vie. Hein. Ouais, voilà, mais c'est ça. Lui, il a vraiment pas eu de chance, sans déconner. Ah oui. Un grand joueur, mais vraiment pas eu de chance. Et donc cette finale Brésil-France... comparé à Carambeu, je veux dire. Oui, comparé à Carambeu. Qui a tout gagné c'est vrai. Avec 2 pieds carrés. Par contre, on a oublié de faire une précision parce que tu disais avec l'euphorie de la France par rapport au Brésil, c'est que la chaîne, alors je pense ça doit être Canal+ ou TF1, peu importe, chaque heure retransmettait le départ de l'équipe de France en quart et sur les bords de la route, tu avais plein de supporters que tu aurais cru au Tour de France parce que tellement tout le bus était avec les motards devant, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Puis bon, c'est la première fois que la France atteint la finale après trois échecs, 58, 82 et 86. Voilà, ça joue la France joue chez elle. Il y a un engouement énorme et c'est vrai que c'est TF1, mais je pense que Canal a dû faire pareil. Hein. De retransmettre le départ du bus comme ils ont fait pour la finale de la coupe c'était pour la finale de la Coupe d'Europe de l'Euro 2016 ils ont fait à peu près départ Clairefontaine et là tu vois mais un amas de gens euphoriques c'est énorme. Et toi Yaya, t'étais où sans indiscrétion ce soir-là de France-Brésil? J'étais invité à manger chez des copains, on a vécu ça on était tous avec une bière à la main, mais on vivait carrément le match, quoi. Ah, donc, et puis dès qu'on a sincèrement, je le dis franchement, mais le premier but de Zidane, sincèrement, je dis mais on rêve, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. J'ai eu la même réaction. Voilà. Moi j'étais avec mes j'étais chez moi, bon j'avais 13 ans à l'époque, j'étais toujours chez mes parents. Et comme je disais dans le podcast précédent, mes parents avaient regardé la finale avec moi. J'aurais jamais pensé que mes parents regarderaient Mon père regardait un tout petit peu le foot de temps en temps quand ça passait à la télé, mais ça le passionnait pas plus que ça. Ma mère qui regardait le foot avec moi, mais déjà ça je croyais rêver déjà de voir mes parents regarder un match avec moi. Et quand il y a eu les buts, je voyais mes parents mais complètement fous crier ouais. Non mais j'ai dit c'est voilà. Enfin pour moi ça reste un énorme souvenir parce que j'ai pu être avec mes parents en même temps et la France qui gagne. Mais enfin c'est vraiment un bon souvenir quoi. Et je pense que de toute façon tout le monde a un souvenir d'où il était ce soir de voilà ce qu'il faisait à ce moment-là. Le soir de la finale quoi. Ça restera marqué à jamais dans nos mémoires quoi. Et comme tu dis, comme là, je te disais, nous on était avec nos femmes entre copains et les femmes étaient pareilles, ils étaient habillés en bleu, blanc, rouge et nous aussi. Donc c'était puis quand on était reparti à 2 heures du matin, il y avait plein de monde. C'était impressionnant quoi. Donc on a l'impression que je sais pas, on était au paradis quoi. Et puis comme disait Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Voilà. Ça c'est sûr. Bon, on va parler de la composition alors des deux équipes, même si on en a déjà parlé un tout petit peu pour l'histoire de Ronaldo. Je vais donner la composition de l'équipe du Brésil. Donc avec au but Tafarel, de toute façon lui il a joué tous les matchs. Cafu, Aldair, Junior Baiano en défense avec Roberto Carlos. En milieu de terrain César Sampaio, Dunga, Rivaldo et Leonardo. Et en attaque Bebeto, Ronaldo. Voilà, déjà c'est... L'équipe type. L'équipe type, c'est une équipe, une grosse équipe quoi, avec beaucoup d'acteurs de la Coupe du Monde 94 déjà. Ouais, beaucoup d'acteurs et puis des joueurs qui sont titulaires dans leur club. Dans leur club, voilà.
respectifs européens. T'as Dunga et puis Aldair qui joue en Italie. C'est des gens qui se connaissent. Voilà, Ronaldo Rivaldo. aussi. Ronaldo, non, il jouait. Ronaldo, il non, joue à l'Inter Milan. il joue à l'Inter, ouais, c'est ça. Et Rivaldo, c'était pas au Real de Madrid, non? Non, c'était au Barça, lui. Barcelone plutôt, pardon. C'est Barcelone. Roberto Carlos, le Real de Madrid. Ouais. Et Ah, après, t'as pas mal de joueurs aussi comme Carambeu qui était au Real aussi. Ouais. T'as plein de joueurs qui se côtoient en fait tous les dimanches et ils se connaissent par cœur. Tu te rappelles de l'accolade de Youri Djorkaeff et justement de Ronaldo. Il a duré bien 15 secondes, ça a duré longtemps. Oui. Là tu vois que c'est sincère. Parce qu'ils étaient à l'Inter de Milan. Voilà, ils étaient à l'Inter de Milan et puis ils s'adoraient vraiment, quoi. Après les hymnes nationaux, en fait, ils font une accolade qui dure 15 secondes. Tu sais, il y a la main d'honneur pour serrer la pince aux adversaires, mais en fait, lui, il reste 15 secondes de plus que les autres à lui dire quelque chose dans l'oreille. Ça m'avait marqué cette histoire, ce geste-là. C'est vraiment... C'était vraiment beau, quoi. Tu voyais que c'était pas deux coéquipiers lambda, c'était vraiment deux amis qui se serraient dans les bras, quoi. C'est sûr. Mais Ronaldo qui fait quand même une bonne impression au niveau forme, en fait. Tu sais, un peu comme s'il avait rien eu, en fait. Voilà, en fait, tu sens pas qu'il est en méforme. Hein. Il sourit, et puis il est... Mais bon, après... Il est peut-être dans un état second aussi. Je sais pas s'il avait été shooté avant ou pas, mais tu le vois pas qu'il souffre, déjà. Tu le verras souffrir quand il sera rentré dans Fabien Barthez, mais sinon, non, tu le vois pas souffrir plus que ça, quoi. Pour l'équipe de France, Fabien Barthez au but, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Franck Leboeuf. Voilà, alors on avait oublié d'en parler lors du précédent podcast, mais Franck Leboeuf qui passe à la place de Laurent Blanc qui avait été expulsé injustement contre la Croatie. On se rappelle de ce geste malheureux sur Bilic. Qui l'écarte du bras en fait. Ouais, il l'écarte du bras et puis après lui il simule un coup dans la bouche ou un truc comme ça et voilà quoi. Donc, coup de coude on va dire voilà. Ouais, un coup de coude. Ensuite Deschamps, Karambeu, Emmanuel Petit et Zidane et Youri Djorkaeff en milieu de terrain avec Zizou et puis Youri Djorkaeff en milieu offensif. Et en attaque, Stéphane Guivarch seul en pointe, quoi. Stéphane Guivarch, c'est ça, ça m'a toujours... j'ai toujours eu des doutes sur Stéphane Guivarch, je sais pas. Il l'a souvent mis en équipe, à part quand il s'était blessé contre l'Afrique du Sud, mais il a toujours été dans l'équipe type d'équipe de France, il a toujours été titulaire au début, quoi. Sans être formidable, quoi. Mais à la Coupe du Monde, il a pas marqué en plus. Non, il a marqué aucun but parce qu'il a été blessé du début à la fin. Il a été blessé contre l'Afrique du Sud, mais après il a joué. Il est revenu pour France-Paraguay en fait. Il est revenu et après il avait été titulaire contre l'Italie et titulaire contre la Croatie. Mais à chaque fois remplacé vers la 70e minute de jeu, quoi. C'était le premier joueur à être remplacé, quoi. Mais j'ai l'impression que sur le terrain, il se trouvait pas, quoi. J'ai l'impression qu'il n'était pas à sa place. C'était le meilleur buteur du championnat l'année de la Coupe du Monde. Ou l'année d'avant, je me rappelle plus, c'était peut-être plutôt l'année d'avant qu'il a été meilleur buteur du championnat de France. Avec Auxerre. Non, c'était avec Guingamp, avec Rennes. D'accord. Et c'est l'année d'après, cette année-là de la Coupe du Monde, il était à Auxerre. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et c'est ça en fait. 96-97 il était avec le Stade Rennais et après il était revenu à la JOCR, voilà. Et il est titulaire d'entrée mais sans être impressionnant, quoi. Il est pas pas le joueur qu'on avait l'habitude de voir dans le championnat de France. Donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui allait pas, il y avait je sais pas. Quand tu le vois marcher, il boitille, il court pas en fait. C'est comme s'il était, je te dis, blessé même dans les matchs où il était titulaire sur la fin en fait. Il a du mal, il a vraiment du mal. Comparé à Auxerre où il arrivait à frapper de loin, faire des courses rapides et tout. C'est un attaquant qui se crée des occasions tout seul en fait, lui, en frappant, en dribblant. De toute façon, on a eu la preuve qu'à l'Euro 2000, il n'avait pas été repris. Donc, il n'avait pas été repris de toute façon, mais il a fait une grosse... Mais ça, on en reparlera à la fin. Parce qu'il a fait une énorme erreur de vouloir partir tenter sa chance à Newcastle et puis après à
Non, alors c'est pas d'abord Châteauneuf. à Châteauneuf-les-Bains, ouais, non. Il était allé à Newcastle, ça s'est très très mal passé pour lui, il a fait que 4 matchs là-bas. Et ensuite il est parti au Glasgow Rangers où ça s'est pas mieux passé. Mhm. Voilà, il a eu une expérience d'après Coupe du Monde mais complètement foirée en fait. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment dommage. Donc ensuite, voilà, bon, on va parler de cette finale. Les Bleus qui du début de match qui sont déjà d'attaque. Ouais. Voilà. Donc, tu Mais vois qu'ils ont ils ont envie de gagner cette finale quoi. Ouais, ça mord dans le ballon Mm. dès les premières minutes. Ouais. Et là, tu vois, j'ai re-regardé le match en fait, Ouais. moi, et sans mentir, hein, de la première à la 10e minute, il y Mm. a une action de but par minute pour l'équipe de France, pratiquement. Hein. C'est incroyable. Hein. Et malheureusement Guy Varche qui loupe deux gros face à face à Tafarel. Ouais. Voilà, déjà tu te dis bon, y a quelque chose qui va pas, c'est pas avec lui qu'on arrivera à marquer ce soir quoi. T'as l'impression que c'est ça en fait. Lui, il est tellement maudit sur cette Coupe du Monde, un peu comme Dugarry, tu sais. Ouais. Et tu marqueras pas avec ces gens-là, hein, C'est comme tu vrai, dis. c'est vrai. Ouais, voilà, donc la France qui est vraiment en pied au plancher c'est pendant à peu près 10 minutes qui se Bah, procure que des occasions. moi j'ai eu l'impression que l'équipe de France les avait pris assez haut, quoi. Mm. Donc il y avait un Mm. pressing assez impressionnant, quoi. Donc par rapport comme Gabi dit, donc ils se sont procurés beaucoup d'occasions dès les premières minutes. Donc C'est vrai. c'est pour ça que je pense que Emmanuel Jacquet a dit on va les prendre plus haut et on va Ouais. pas les attendre, on va les prendre et puis c'est comme ça que la confiance a été mise pour l'équipe de France et ils se sont dit pourquoi pas, quoi. Donc Mm. Dans les yeux dans les bleus justement, si vous vous en souvenez, c'est ce qu'il dit à l'avant-match. En fait, il dit que les Brésiliens n'aiment pas qu'on joue dans leur camp et qu'on les presse. Ils supportent pas ça en fait. Ils savent pas gérer la pression défensivement en fait. Et si on les prend haut, on a une mm, chance. Mais par contre, si on les attend dans notre camp, on n'a aucune chance. On va s'en prendre un, c'est sûr et certain. Mm. ouais, tout à fait. Et là, tu vois l'équipe de France qui tous les milieux de terrain sont à la ligne médiane quoi. Et t'as les trois défenseurs axiaux derrière qui sont pratiquement au milieu de leur camp quoi. Mm. En fait. Bah, après le match, il se rééquilibre un petit peu. On voit le Brésil devenir un petit peu menaçant, sans toutefois être vraiment Non. voilà, impressionnant. Jusqu'à la 27e minute de jeu où il y a ce fameux corner tiré par Emmanuel Petit. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez... Enfin, déjà, Zidane de la tête, c'est très rare, quoi. Lui, c'était plus des frappes, des reprises de volée, mais de la tête, c'était très rare, quoi. Et là, tu vois Zidane qui ouvre le score, quoi. Premier poteau. Premier poteau, 1-0 pour la France. Déjà, là, une explosion de joie. T'arrives, comme tu dis, Yaya, t'as de la peine à y croire. Tu te dis, waouh, mais c'est fou, quoi. Non mais sincèrement, je dis mais on s'en regardait, mais attends, c'est pas possible quoi. C'est vraiment France-Brésil là maintenant. Donc voilà, c'est ça quoi. Donc t'es vraiment étonné quoi. Puis en plus t'as les larmes aux yeux, donc c'est énorme quoi. C'est vrai. Tu veux rajouter quelque chose dessus, Gabi? En fait, sincèrement, en fait, quand t'es dans la foule sur écran géant, tu penses plus à essayer de regarder une action et de pas en louper quoi, Voilà. parce qu'en fait c'est tellement difficile avec tout le bruit autour. Parce que vraiment, même pendant le match même, ça sifflait, ça huait aux actions des Brésiliens. On était dans le stade, quoi, pratiquement. Et je me souviens d'une anecdote, moi, c'est que dès que Karambeu touchait le ballon, il se faisait siffler. Alors moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi cette haine pour Karambeu, parce que malgré tout, il a quand même eu une bonne carrière, Karambeu.
Il a fait une meilleure carrière que certains Et joueurs. bah voilà, c'est un très très bon milieu de terrain. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'il a eu une femme mannequin? Est-ce que non, mais c'est ça le problème. Je sais pas trop pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Ah ouais, Il ouais. n'était pas non plus, il était pas plus nul que voilà, Et il maintenant, était pas plus nul à que Nantes, il certains. était bien. Bah à Nantes, il Ah non. était très bien. Et attends, il a joué à la Sampdoria où il a réussi à s'imposer. C'est pour ça. Il s'est imposé au Real. J'ai jamais Il a compris fait. cette haine envers lui. Même Leboeuf qui était pas Mm. aimé, j'ai jamais vraiment compris. C'est des mecs qui ont presque tout, à peu près tout gagné. Bon, Carambeu, il a même plus gagné que Leboeuf au niveau continental. Mm. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi détester ces joueurs qui étaient quand même bons. Moi, je vois Leboeuf, il a fait son match hein, Bah oui. contre le Brésil. Hein. Il n'a pas été ridicule du tout. Hein. Bah, je pense que dans son rôle, Carambeu, il était bon en fait, mais c'était pas un joueur technique qu'on pouvait apprécier en fait. Et puis il faisait des erreurs. Il allait toujours te mettre un tacle en fait à l'attaquant Oui. et se prendre un jaune en fait. Voilà. Il Et était impulsif hein, déjà. Hein. voilà, dans des moments qui ne nécessitaient pas justement un carton, un peu comme Verratti au PSG par exemple, tu sais. Bon, Verratti c'est une autre classe au niveau technique, mais il s'en sert pas forcément non plus. Ouais. Mais Carambeu, dans ce qu'il savait faire, il le faisait très bien en fait. Mais malheureusement, en fait, quand tu vois l'équipe de France, là, tu te dis, bon, Carambeu, c'est un niveau en dessous des autres. Quoi. Oui, Un voilà, peu, ouais, c'est sûr. avec Ouais. Guivard, C'est vrai. voilà. C'est vrai. Ah, mais n'empêche que, comme dit Nico, c'est que il a fait le bon choix au bon moment quand il est parti de Nantes, quoi. Donc à chaque, que ce soit à la Sampdoria ou le Real de Madrid, il s'est imposé quand même. Donc il a quand même gagné la Ligue des Champions avec le Real. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais le Franck Leboeuf qui avait avoué il y a pas longtemps qu'il en avait souffert aussi d'avoir remplacé Laurent Blanc parce que il a jamais été encouragé. Voilà, il a remplacé Laurent Blanc, il a fait son job, mais en fait Aimé Jacquet l'a jamais encouragé, l'a jamais dit bah tiens ce soir ça va être ta finale, tu te donnes à 100%. Non, on n'y a jamais parlé. Il s'est senti un petit peu délaissé par le reste de l'équipe en fait. Ouais. Oui. Bon après, est-ce que c'est son rôle vraiment? Parce que déjà Leboeuf il joue dans un grand club à Chelsea. Ouais. Je sais pas si inconsciemment c'était à lui de gérer ça quoi, et pas forcément l'entraîneur de faire la comment dire la nourrice avec chacun des joueurs. Quoi, je sais c'est pas. possible aussi, oui. Enfin bref, donc l'équipe de France qui mène 1-0. Puis après, bon, jusqu'au second but, on voit pas grand chose. C'est le Brésil, ils ont quand même juste avant le corner, le but de l'équipe de France à la 27e. Le Brésil fait 2-3 débordements avec des centres forts où Barthez s'empare du ballon à chaque fois, sur la ligne par moment même. Et Barthez qui a été très bon ce soir-là aussi. Hein. Ouais, super gardien. Ouais, il était prêt, quoi. Mais sinon, le Brésil, ils ont un jeu vraiment très lent et très posé. Et justement, l'équipe de France, par rapport aux autres équipes, elle se livre pas, quoi. En fait, elle attend, et elle part en contre rapide parce qu'elle sait que Junior Baiano derrière et Roberto Carlos, c'est loin d'être des flèches tactiques sur un terrain, quoi. Et Roberto Carlos qui passe son temps à monter, quoi. Ouais. Mais comme là, tu vois, par rapport au match de Brésil-Hollande, Brésil était carrément... c'était plus rapide comme jeu, je trouvais, que l'équipe de France, quand ils ont joué contre l'équipe de France, c'était un peu, comme tu dis, c'était lent, quoi. Donc, c'est, comme dit, un match ne fait pas l'autre, mais c'est contre la Hollande, c'était un super match aussi, Brésil et Hollande. C'était un superbe match, oui, c'est vrai. Donc, et donc on arrive à cette 45e minute de jeu. Guivard qui essaye encore une fois de se procurer une occasion, il frappe et Taffarel qui dégage une nouvelle fois en corner. Et donc là après c'est Youri Djorkaeff cette fois qui tire le corner. Il va attendre sans doute ce corner pour donner le temps additionnel. Ah bah oui, on est déjà à 45-42 alors. Oui.
Djorkaeff, et but Zidane. Le doublé. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners, et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil, au Stade de France. Une nouvelle fois, Zidane qui reprend ce ballon de la tête, et je crois que c'est bien ce but-là où ça passe entre les jambes de Roberto Carlos. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, hein. La première, c'est une tête décroisée, en fait. Voilà. Et là, donc, il devance, je crois que c'est ça, pour le deuxième but, il devance un défenseur qui le marquait. Ouais. Et il reprend ce ballon de la tête, ça passe entre les jambes de Roberto Carlos. Et là, 2-0, avant la mi-temps. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur pour les Brésiliens. C'est dur pour les Brésiliens. Ouais, c'est sur coup de pied arrêté, et puis juste avant le deuxième but français, justement, t'as l'action avec Ronaldo qui rentre dans Barthez. Et en fait, Ronaldo, là, je viens de revoir, il se prend un coup d'épaule en fait de Barthez, quoi. Ah, c'est un coup d'épaule, d'accord. Okay. Ouais, un coup d'épaule violent, quoi, en pleine course, quoi. Ouais. Et c'est ça qui le remet KO. Et je pense que là, Ronaldo là, c'est à ce moment-là qu'il disparaît complètement du match. Il disparaît complètement du match. Et puis je pense que de toute façon, les joueurs, les Brésiliens savaient ce qui s'était passé avant la le match. Journée. Ouais. Je pense qu'il devait être inquiet aussi, hein. Ça a dû donner un gros coup dans le moral déjà de voir Ronaldo à terre comme ça. Voilà, donc 2-0 pour la France, 2-0 à la mi-temps. Moi, cette première période, donc j'ai énormément apprécié. Pour moi, après la seconde période, elle a été interminable. J'ai trouvé interminable. Je voulais absolument que le match il se termine. Et j'ai très très peu de souvenirs de cette deuxième période. Et tu vois, je m'en souvenais même plus de ce qui s'est passé, c'est que De Sailly est expulsé. Et ben ça, je m'en souvenais même plus, tu vois. Bon, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que j'avais revu quelques images de France-Brésil. Et j'ai dit tiens, mais je m'en souvenais même plus que De Sailly avait été expulsé, quoi. C'est un truc, c'est fou, quoi. Il fait un tacle complètement raté en pleine course du pied gauche là, qu'il maîtrise pas. Bah, déjà, il avait un premier carton jaune qui était limite, qui était pas, enfin, normalement, t'avais pas vraiment, l'arbitre aurait peut-être pu s'abstenir de lui donner un carton jaune. Après le carton, le deuxième carton jaune qu'il a reçu, bon là, il y avait vraiment faute, quoi. Et donc expulsion, la France qui se trouve à 10. Je pense qu'à ce moment-là, tu peux te dire, mince, on a un joueur de moins, ça va jouer défensif à fond, quoi. Mais en fait, bon, t'as quand même la deuxième période, le Brésil garde toujours la possession du ballon, hein. C'est pareil, la France joue un peu en contre et fait des actions par intermittence, mais avec 2-0 en avance. Et Zidane, quand il a le ballon, il fait des gestes passement de jambes sur passement de jambes, il énerve tous les Brésiliens, et t'as l'impression que tu peux jouer encore 1 heure, 2 heures, le score ne changera pas, et c'est limite vrai. La France va en mettre en 3e, quoi. C'est sûr. Et Ronaldo qui a pas du tout été changé du match, hein. Ouais, c'est étonnant si ça. Leonardo qui sort à la mi-temps remplacé par Denilson, et c'est César Sampaio qui sort pour faire rentrer un autre attaquant. En fait, le Brésil qu'on jouait presque avec 4 attaquants en seconde période, quoi. Ouais, Denilson qui fait une frappe sur la barre en fin de match là. Juste après je crois que c'est juste après l'action de l'expulsion de Sailly, je crois. Et tu sais à quoi ça me fait penser, cette histoire de contrat avec Nike pour Ronaldo qui doit jouer tout le match. Ça me fait penser à ce qu'avait révélé Emmanuel Petit pour l'avant Coupe du Monde 2002. Ah ouais. Où en fait la France doit jouer un match amical contre la Corée du Sud. Je t'expliquerai aussi un truc. Je vous expliquerai un truc. Ouais. Après ce match France-Brésil justement, il y a Emmanuel Petit qui avait révélé un autre truc aussi. Mais je te laisse, je te laisse expliquer. Et en fait, dans le contrat de ce match amical, Roger Lemaire dit à tout le monde dans les vestiaires, bon en fait, je pourrais pas faire de changement et ça va être les 11 qui vont jouer tout le match. Alors tout le monde se regarde. Mais comment ça on va faire tous les matchs entiers, dans 4 jours on a un match de Coupe du Monde au premier tour, et ils comprennent pas, quoi. Ils étaient tous fatigués, les joueurs. Tous fatigués du voyage, ils descendaient de l'avion, ils avaient à peine... Et tu vois, l'histoire du contrat de jouer tout le match, je me demande si Ronaldo justement lui avait pas imposé de jouer tout le match, quoi.
Bah, je te laisse C'est- raconter ton... Non mais je le raconterai, l'autre anecdote, je la rencontrerai dans la deuxième partie du podcast. Ouais. Voilà, ce sera au moment juste après la finale, quoi. Ah, d'accord, ouais. Voilà, donc on arrive en seconde période. Ouais, comme je te dis, à part l'expulsion de Saï, j'ai plus trop de souvenirs. Puis Bah, t'as Dugarry qui rentre. ouais, t'as Dugarry qui Dugarry rentre et qui loupe. Ah mais voilà, bah tu t'en Ah souviens là aussi, là. Yaya, ce truc-là de Dugarry là qui nous loupe une action Ouais. toute faite sur Ouais. ça doit être un centre ou je sais pas quoi. Il essaye de Ah, une Bah, balle en plus profondeur. tellement. une Hein, balle il est en tout seul. profondeur et puis en fait je sais pas ce qu'il fait, il loupe complètement sa frappe. Ouais, ça doit être ça, Ouais, il ça, loupe c'est ça, complètement une sa frappe, ouais. Voilà, il rate sa... En fait, il part tout seul, la balle est à terre. Mm. Il a le temps de faire ce qu'il veut avec. Il est un peu excentré comme un joueur qui part sur le point de corner, Mm. mais bon, il se rattrape un peu. Mais au moment où il veut croiser son tir, il rip sa frappe, tu Ouais, sais. c'est ça, ouais. Et finalement, elle passe à un bon 2 mètres à gauche du poteau, quoi. C'est ridicule, quoi. Mais de C'est- toute façon, c'est normal. Avec lui, c'est normal parce que déjà, je sais pas si vous avez contre l'Afrique du Sud, t'as Si, vu le si. nombre de ballons qu'il avait perdu. C'était Ouais, impressionnant. Ah ouais, c'était impressionnant. Impressionnant. Lui, c'est Heureusement Mistral. lui, Mistral. Heureusement qu'il a marqué. Ouais, En vas-y, plus. pardon. Non, mais je dis heureusement qu'il avait marqué parce que je pense que quand le nombre de passes, c'était impressionnant. Même les contrôles, mais c'était affreux, quoi. On se demandait, mais putain, mais c'est un joueur professionnel, ça. Ouais. Bah, Mais tu bon, vois, ouais, ah, comme tu dis, Yaya, moi en fait, je serais presque pour. Enfin, j'aime pas qu'on taille des joueurs pour n'importe quoi, mais tu vois, je serais plus d'accord de dire que Dugarry était pas un joueur exceptionnel, de huer Dugarry, même si je suis pas pour, plutôt que de huer Karambeu ou Leboeuf, quoi, qui ont eu une carrière complètement différente et plus honorifique que Dugarry, parce que c'est vrai que Dugarry, il était quand même pâteau devant le but, hein. ah oui. Mais surtout, le pire, c'est que quand tu l'entends aux commentaires de dire, ah non, il aurait dû faire ci, faire ça. Je dis, attends, écoute-moi, Lui, il a fait la bonhomme, moitié, quoi. Ça ouais, carré. bonhomme, attends, tu te rappelles pas il y a quelques années Ah, non, mais Ouais. bon, bon, après Dugarry, quand il marquait des buts, je me souviens d'un but, c'était contre Nantes avec Bordeaux, je m'en rappelle plus quelle saison, il t'avait mis une espèce de demi-volée exceptionnelle. Quand il arrivait à marquer des buts, des fois c'était des superbes buts. Après, il était plus pâteau que buteur, quoi. Ouais, bah ouais. oui, voilà, il était pas très technique, quoi. Voilà. Donc, non. Et Dugarry, Il aurait- donc, qui rentre à la... Attends, je regarde. Dugarry qui rentre à la 65e minute de jeu, Ah, quand même, hein, il Ouais. joue 25 à minutes. la Hein. place de Stéphane Guivard, justement. C'est énorme quand même. Hein. Ouais. 25 minutes et il a rien fait en fait. Hein. Bah si, bah il aura fait la passe... La passe pour pour Petit. Vieira, Vieira qui passera pour Petit. Là, on va en arriver à ce moment-là de ce troisième but. C'est sur un corner mal tiré par les Ouais. Brésiliens. C'est un peu le cafouillage dans la surface et c'est récupéré par Dugarry qui lance une contre-attaque qui sert Vieira et puis Vieira qui sert Petit qui est seul en fait dans la surface et qui arrive à tromper Tafarel. Et ballon écarté, Dugarry qui était venu À dans gauche. ses 16 mètres 50. À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens. Allez, à gauche. Emmanuel Petit Allez, qui à vient. gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but Et troisième but but. d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel... Ouais. Et le 3-0, c'était inimaginable. Et là Ouais. t'as encore Junior Baiano qui est à la ramasse. Qui à la ramasse, ouais. Il se fait dépasser. Tafarel, je sais même pas où il est. Faudrait voir. Il aurait fallu que Canal Plus à l'époque nous montre un autre angle de Je vue, crois tu que sais, sur le gardien. en plus, moi je pensais qu'il allait louper son but, mais c'est qu'il doit faire une espèce de frappe enroulée. C'est un plat du pied, hein. C'est un plat du pied qu'il fait. En Ouais, fait. Ça elle fait un truc rebondit un- beaucoup en Ouais. fait. Et en fait, les rebonds trompent Tafarel en fait quand il veut se saisir du ballon en fait. Et, Ouais. Emmanuel Petit, pour la petite histoire, qui marque le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France en fait. Ah oui, en plus. Lors de la Ah, finale, d'accord. ouais, qui marque son 1000e but.
et le 3-0 qui est le score le plus grand écart en finale sans encaisser de but, quoi. Bon, il y avait eu le 5-2 de le Brésil-Suède et puis le 4-1 en 70 entre le Brésil et l'Italie. Mais le 3-0, c'est le plus gros score sans avoir de but encaissé, quoi. Donc la France réalise déjà un exploit, déjà de battre le Brésil, et puis un exploit historique en gagnant 3-0, quoi. Ouais. Pour moi, c'était surréaliste en fait. Ouais, voilà, ouais, c'était Tout sifflet final, surréaliste. Hein, c'est bon, 3-0. alors il y en a beaucoup qui vont dire que ce match a été acheté. Mais non, tu mais commences par là. Ben ouais, mais je l'ai écouté souvent, je me suis engueulé avec pas mal de gens qui connaissaient rien au football. Alors peut-être que les Brésiliens, peut-être certains n'avaient pas joué leur match correctement, mais ils me disaient ouais, il y en a qui marchaient, trucs comme ça. Non, moi je pense que les Brésiliens, ils ont joué leur match. Bon, il y a eu cette histoire avec Ronaldo qu'on a su beaucoup plus tard. Mais bon, bah la France a fait un match exceptionnel, c'est tout, hein. Il y a pas photo, quoi. Bah, c'est le match le plus abouti qu'ils aient Bon, fait. et, ils marquent sur 2 coups de pied arrêtés, d'accord. Mais après le troisième but, bon bah c'est sur une contre-attaque, hein. Voilà, l'équipe du Brésil n'y était plus, ils étaient tous montés pour essayer de réduire le score, mais voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Puis ils étaient tellement motivés, les joueurs français. Depuis le début de cette compétition, il y avait une rigueur à chaque match, même s'ils marquaient pas souvent. Tu avais une rigueur, une mentalité pour la gagne en fait. Et je pense qu'il y avait pas, il y avait toujours un coéquipier pour sauver l'autre quand il y avait une erreur. Si Voilà, tu veux. ouais. Comparé à l'équipe de Hollande ou d'autres équipes. T'avais une ventouse à chaque joueur, quoi. T'avais une ventouse qui allait vers le joueur, et comme tu dis, si Tous concernés. voilà, tout à fait. Comme on dit, si t'es passé, t'inquiète pas, je suis derrière. Donc voilà, c'était ça. Donc, Ouais. Non, mais c'est appréciable. Hein. Et puis après, avec le magnifique documentaire Les yeux dans les bleus qu'il y a eu, Voilà, bah, tu comprends mieux la réussite. exactement, voilà. Bon, tu savais pas à l'époque que tu avais cette vidéo qui allait sortir un jour comme ça, et tu vois ça, tu rentres dans l'intimité des Bleus, tu vois une bande de potes qui sont ensemble pendant plus d'un mois. Et là, tu te rends compte que la victoire, elle est pas venue toute seule non plus. C'était quand même un groupe soudé qui allait jusqu'au bout, quoi. Ouais, exactement. Puis t'as des joueurs qui vont se révéler plus tard, qui sont encore jeunes, comme Robert Pires, Trezeguet, Henry. Ouais. C'est des joueurs en devenir, quoi, qui étaient sur le banc de touche. Et on se rend pas compte de la puissance qu'il y avait dans cette équipe, en fait, à Avec l'époque. le fameux, on en parlait hier avec Yaya, le fameux muscle ton jeu, Robert. Et il l'a fait, hein. Ah ouais. Muscle ton jeu, sinon attention. Qui sont là derrière moi. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Fly. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. et puis aussi le fait, comment dire, un grand bravo à Aimé Jacquet, parce que avec toute la presse il a été critiqué, le pauvre, mais vraiment depuis son premier match avec les Bleus en 94 en Italie jusqu'à cette finale, il a été critiqué pour des choses qui c'était toujours un style de jeu assez bizarre. Il utilisait pas toujours les bons joueurs pour faire gagner l'équipe. D'accord, il y avait des choses qui étaient valables, mais d'autres trucs qui étaient je comprends pas pourquoi l'équipe s'est autant acharnée sur lui, quoi. Et vous vous souvenez, il y a un journaliste qui avait posé la question, est-ce que vous allez maintenant pardonner ce qu'a dit certains journalistes, et là il dit jamais de la vie. Ouais, je ne pardonnerai jamais. Pardon, excuse-moi. Ouais. Se jouait, l'équipe de France était de mieux en mieux. Oui, parce qu'on avait pris un capital de confiance extraordinaire. On avait été trahi par des journaux tout au long des années. Et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. C'est bien aimé. C'est au moment après la remise de la coupe, en plus, hein, je crois, quand ils font le tour d'honneur, hein, il pose la question. Il est avec la coupe là dans les mains, ils font le tour d'honneur, et je m'en souviens de ça. Ouais.
Non, mais tu vois, pour moi, le fait que le match n'ait pas été acheté, mais qu'ils ont été plus affectés par Ronaldo qui a sabordé leur préparation de la finale par les malheureux événements, c'est que je vois là, tu vois, à la fin du match, tous les joueurs brésiliens qui sont effondrés sur le terrain, en pleurs sur le banc de touche. T'as Leonardo, t'as Cafu, t'as Roberto Carlos qui sont en pleurs sur le banc de touche. T'as Edmundo qui est immobile, en train de regarder à droite à gauche. Il est complètement abasourdi en fait. Et puis le fameux aussi, tu sais, il y avait une anecdote superbe avec un défenseur latéral là qui avait joué contre les Pays-Bas. Pareil, qui est en pleurs aussi là, qui était marchand de poissons à Rio à une époque, il y a 3-4 ans, et il se retrouve en finale de Coupe du Monde en train de jouer pour l'équipe du Brésil. C'était un joueur qui était méconnu au Brésil, si tu veux, en 94, et il se retrouve là, et pour lui c'était un rêve de disputer une Coupe du Monde, et malheureusement la première finale qu'il joue, il la perd. Bah oui, c'est sûr. On va parler un petit peu pas du lendemain de match, mais voilà, moi ce que je voulais en venir, c'est que vous vous rappelez, sur l'Arc de Triomphe, t'avais beaucoup de joueurs qui étaient mis en laser sur le truc, et t'avais pas tous les joueurs de l'équipe de France en fait. C'était Nike, c'est Emmanuel Petit qui avait lancé ce truc là, qui avait dit ça, justement, encore une affaire de contrat. T'avais pas tous les joueurs d'équipe de France qui étaient mis sur l'Arc de Triomphe, c'était que ceux qui étaient sponsorisés par Nike. C'était pas Adidas avec Zidane? Pas Nike, excuse-moi, mais qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est Adidas. Oui, c'est Adidas. Que les joueurs qui étaient sponsorisés à l'époque par Adidas qui étaient mis sur l'Arc de Triomphe. Et lui, Emmanuel Petit, il a super mal pris, parce qu'il a dit voilà, on a tous gagné malgré nos différents équipementiers. Il fait ça, c'était vraiment déjà dégueulasse, quoi. Il fait on aurait bien voulu avoir nos têtes sur l'Arc de Triomphe aussi, hein, mais bon, voilà, ça s'est pas fait. Tu sais, ça rejoint en fait le documentaire qui avait été fait sur Arte quelque temps après la Coupe du Monde 98 sur l'équipe Nike au Brésil en fait. Ouais. Et ils avaient sélectionné des joueurs contractés que chez Nike en fait pour la Coupe du Monde 98 en fait. Ah oui. Ils avaient écarté tous les joueurs sponsorisés par Adidas ou Puma. Mais en fait, voilà, mais c'est ça le gros problème aussi, c'est que maintenant les équipementiers essayent de choisir tout à la place des dirigeants, quoi que ce soit. Je vois en Afrique, je vais prendre l'exemple du Cameroun, parce que c'est l'équipe que je suis le plus. La plupart du temps, c'est l'équipementier Puma qui choisit l'entraîneur pour les Camerounais. Comment il s'appelait l'autre là, Là, c'est Hugo Bross qui est entraîneur, un Belge. L'autre, c'était Winfried Schaeffer, un Allemand, qui avait jamais rien gagné dans les clubs qu'il avait entraîné. Et c'était Puma qui avait choisi cet entraîneur pour l'équipe, quoi. Donc en fait, tu as beaucoup d'équipes en Afrique qui n'auront jamais un bon entraîneur, un bon sélectionneur, parce que c'est l'équipementier, ou après histoire politique, mais bon, la plupart du temps c'est l'équipementier qui choisit le sélectionneur pour la sélection, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est le début du gros foot business. Voilà. Ça fait 1 an et demi qu'il y a eu l'ère Bosman. Mais comme tu dis là, parce qu'il n'y a pas eu Manu Petit sur l'Arc de Triomphe là, mais c'est un peu débile, parce que toute l'équipe de France avait le maillot de l'équipe de France avec la marque Adidas. Donc voilà, mais le problème c'est que ça, eux, ils pouvaient pas faire autrement. À part, il y a juste le grand Johan Cruyff qui avait refusé de porter un maillot Adidas lors de la Coupe du Monde 74, et qui avait obligé l'équipementier de retirer une bande parce qu'il était sous contrat avec Puma. Mais sinon, oui, c'est vrai que tous les joueurs avaient le maillot, mais c'est que leur équipementier et chaussures n'était pas pareil, quoi. C'est pour ça. Tous ceux qui avaient voilà, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse pour moi. Surtout que Petit avait été buteur, hein. Il mérite autant d'honneur que Zidane, hein. En plus, ouais. Et donc là, l'après-match, grosse euphorie à Paris déjà, les Champs-Élysées noirs de monde en train de fêter la victoire de l'équipe de France. Dans toute la France, c'est l'euphorie totale.
Et vous vous souvenez du lendemain avec le bus des joueurs. Ouais, Et là, ouais. c'est une marée humaine. Ah, ça, j'ai pas osé y aller parce que Ah je ouais, me non suis mais dit, là, on pourra c'est un pas se coup déplacer. à se trouver mal en plein milieu de. Il faisait chaud en plus. Parce que Ouais. ouais, ça faisait super chaud et ça se trouvait où ça déjà ils ont fait quel parcours en fait? Bah, ils sont partis de la banlieue parisienne de Clairefontaine Ouais. jusqu'à Paris, en passant par Bercy, je veux dire, ils ont fait les grands boulevards, rue de Rivoli, juste pour C'est aller fou, jusqu'aux hein. Champs-Élysées. Non, mais ils ont passé par la Concorde aussi. Mais tu voyais ça à la télé de toute manière. T'étais Ouais, aussi bien à la télé. c'était Hein. sur TF1, ouais. Il y avait pas les géants, donc il y avait de la place là. Ah ouais, ouais. Alors, ces fameux géants de la cérémonie d'ouverture qui étaient complètement moisis. Et ce qui est marrant aussi, c'est que dans le staff du Brésil, t'avais Zico aussi qui était là aussi. Oui. Zico, et il fait la bise à Sepp Blatter. Sepp Ouais. Blatter Sepp Blatter, alors je sais pas ce qu'il dit à Ronaldo, mais il lui parle longtemps à Ronaldo dans l'oreille en lui disant peut-être dans 4 ans c'est pour toi, t'inquiète pas. C'est possible. Mais après, voilà, tu vois, c'était pas sa finale, Ronaldo. Mais après, il a prouvé que ce mec-là, c'était pas un feu de paille. Parce que Ouais. 2002, ça a été sa Coupe du Monde. Il a été même encore meilleur. Ouais. Là, Ouais, bien sûr, bien il a sûr. il a pas été malade le soir de la finale et il en plombe 2 contre l'Allemagne en 2002, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, je me souviens, ça a bien duré une semaine. Hein, Ah, seulement. ça dure à peu près une semaine parce qu'après La le célébration. 14 juillet, t'as eu la Garden Party avec avec Chirac qui enfin, bon, ça c'était les enfants de la télé avec Arthur là qui arrêtait pas de montrer toujours les mêmes images où t'as Chirac qui se Ouais. trompe en disant la France, la Coupe de France, la Coupe du Monde. C'était génial. Voilà. C'est génial. C'est Euh, voilà, c'était des bons moments. Les Français qui reçoivent la Légion d'honneur. Bon, oui, pourquoi pas recevoir la Légion d'honneur en étant champion du monde, d'accord. Bon, c'est mieux que d'être décoré en ayant fait un beau film ou un truc comme ça. Enfin bon, ça c'est ça l'histoire des chevaliers d'honneur, de la Légion d'honneur, c'est encore un truc. On pourrait en parler super longtemps. c'est de ce politique, truc-là. hein, après. C'est plus pour les gens qui ont fait la guerre pour. Voilà. Moi aussi, Bien Bien pareil. sûr, c'est sûr. Et on a commencé à voir après cette finale un petit peu la starisation des joueurs. Avant on les voyait pas beaucoup dans les pubs, voire peu. Je les voyais peut-être dans les pubs de 11 mondial pour une marque de chaussures, pour une marque de parfum, mais tu les voyais pas à la pub télé. Et là tu commençais à voir par exemple Emmanuel Petit pour la marque de gâteaux Tuc là, les gâteaux Mm. apéritifs là. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub là où il est en train de faire son Oui. footing et puis Ouais. il a envie de manger et puis il voit une femme en train de faire son footing, en train de manger des tucs, il lui demande si est-ce que s'il pouvait croquer dans un gâteau et la femme elle fait ah mais je vous connais, vous êtes Lilian Thuram. J'ai une petite faim. Ouais, j'ai une petite faim. Ah, elle a juste demandé de sucre. Excusez-moi, mademoiselle, je pourrais avoir un sucre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais je vous connais, vous. Vous faites du cinéma, non? Non. Ah, vous faites pas du cinéma? Vous faites du patin à glace, non? C'est incroyable, vous avez à la télé, c'est sûr, hein? C'est dans le sport, hein? Je suis footballeur. Ah oui, vous êtes Lilian Thuram. Oui, c'est moi. C'est incroyable. Au revoir. Au revoir. Ah, puis c'est logique, je veux dire, quand tu fais un footing, tu manges des tucs aussi. Voilà. quoi. Ouais, ça, c'est logique. C'est Et les quand trucs. je mange, c'est ce que je fais, moi. Je fais mon sport et je mange de la pizza, tu vois, enfin en même temps que ouais. non mais enfin c'est voilà. Et puis t'as plein, voilà, t'as les journaux, enfin, les magazines People qui commencent à s'en intéresser. Tu vois Fabien Barthez en train de faire du jet ski avec une mannequin. Eva Herzigova. Voilà, bah c'était une actrice elle aussi, non? C'était Je plus. confonds peut-être je confonds avec Mila quelqu'un. Jovovich, c'était une actrice. Ah ouais, voilà, je confonds peut-être avec elle, oui. Tu vois Fabien Barthez, alors qu'il s'était rien passé entre deux, mais voilà, il fait du jet ski avec, et là ça fait les grands titres. Tu vois Zidane, beaucoup Zidane. Après lui, ça a été vraiment le déclic pour lui. Hein. C'est là qu'il est devenu intouchable. C'est à partir de cette soirée-là qu'il est devenu vraiment intouchable. Il aurait pas fait cette finale, on aurait gagné que cette finale 1-0 et Zidane n'aurait pas marqué.
Je pense qu'en 2006, lorsqu'il a fait ce vilain geste contre Materazzi, je pense qu'il aurait peut-être pas eu les mêmes conséquences, quoi. Bien sûr. Puis bon, ça a commencé à avoir cette fameuse vague de footix à cette époque-là. Enfin, il y a eu plein. Les gens qui ont commencé à s'intéresser au football sans rien connaître, en fait, voilà. Un peu comme Chirac, justement. Chirac qui donne le mauvais exemple, en fait, en faisant croire qu'il connaît les joueurs. Oui, c'est cette fameuse, t'as la composition de l'équipe de France, et puis tu vois qu'il fait semblant de connaître le nom des joueurs, quoi. Enfin, il fait du playback en inventant des noms, en fait. Du très mauvais playback, en plus, parce que il dit pas le début du nom. C'était pas synchronisé. Voilà, c'était pas synchronisé, puis il disait juste la fin du nom, quoi. Enfin, voilà. Juste, c'est ce que je voulais dire, c'est que, comme tu dis, l'équipe de France, c'était un peu, on les voyait un peu partout. Et ce qu'il fallait savoir, c'est que à l'époque, c'était la mode des boys bands, tout ça, quoi. Et en fin de compte, ils ont pris la place dessus, quoi, la place de ces gens-là. Après, on les a plus vus, les Bones Bones, et c'est l'équipe de France qui était, c'était les grosses stars, donc on les voyait. Les stars, c'était les genres l'idéal pour les familles. Un joueur de l'équipe de France. Voilà, c'était le genre idéal, c'était le mec parfait, C'était le sport qu'il fallait faire aussi. Voilà, c'était le sport qu'il fallait faire. C'est vrai qu'à cette époque-là, après, il y a eu énormément une grosse demande de jeunes dans le football. L'argent qui a été gagné, normalement, aurait dû servir à financer le football amateur, mais ça, je crois que le football amateur n'a peut-être jamais vu un centime de cet argent gagné par la Coupe du Monde. Et puis il y a plein de choses qui ont complètement changé. C'est vrai qu'à cette époque-là, on critiquait pas un footballeur parce qu'il gagnait des millions d'euros. C'est vrai que par rapport à maintenant, quand tu vois... mais tu vois les joueurs qui sont toujours contents de gagner là à cette époque-là encore. Parce que c'est le début de la starisation avec l'argent, mais ils sont encore contents de gagner des titres. Tu veux. Ils font pas la gueule comme Messi. Messi gagne une Ligue des Champions, il sourit 5 minutes, après il va s'asseoir. C'est une coupe de quartier qu'il a gagné, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est ça. Les joueurs ont encore envie, prennent du plaisir à jouer au foot. Et voilà, il le démontre, il n'y a pas de critique là-dessus. Et puis c'est après avec les résultats très médiocres de l'équipe de France qui... 4 ans après, quoi, ça mettra du temps. 4 ans après, 2002. On va pardonner, je pense. On va essayer de pardonner un petit peu 2002. À 2004, ils font vraiment un euro pourri. Ça commence à baisser d'intérêt. T'as 2006, là où il termine en finale. T'as l'intérêt qui remonte un petit peu, puis 2008 c'est la redescente de 2008 avec cette histoire de Krishna en 2010 là où que ça a implosé. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Krishna? Non, oui, c'est Naïsna. Krishna, c'est quoi ça? Je me rappelle plus. Bref, Naïsna où ça explose littéralement en vol. Où là l'équipe de France a vraiment une cote de popularité mais au plus bas. C'est vrai qu'à cette époque-là, en 98, l'équipe de France, tout le monde aime le foot, quoi. Ouais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que le reproche que j'ai à faire à la fédération ou au coaching, c'est que quand on a fait le doublé avec l'Euro 2000, ok. Et on a dû commencer à doubler des postes, essayer de mettre des nouveaux joueurs, quoi. Et j'ai l'impression que on s'est basé tout le temps. On a voulu toujours garder la même équipe, quoi. On a gardé la même équipe en 2000, ça a marché parce que les joueurs étaient pas trop cramés encore. En 2002, on a voulu faire pareil et c'est là que ça a complètement. Et puis avec le déplacement parce qu'en 2000, c'est un déplacement aux Pays-Bas, c'est pas loin de la France. Belgique-Pays-Bas, c'est juste à côté. En 2002, c'est la Corée du Sud ou le Japon. Les joueurs sont tous cramés parce qu'ils ont tous eu une saison super longue. Ils faisaient la fête aussi.
Ah, mais pratiquement une semaine avant le début de la Coupe du Monde, avant le 31 mai, il y en a qui jouaient des finales de coupe. Il y en a qui jouaient des finales de coupe. Voilà, c'était n'importe quoi, hein, je veux dire, à cause de la mousson là en Corée où il fallait commencer plus tôt, de peur des inondations, enfin des inondations dans des stades. Bon après, oui, voilà, ouais. je pense pas qu'il y en aurait eu. Non. Mais sincèrement, c'est une Coupe du Monde qui a été complètement sabordée par les dates. J'aurais envie de la refaire. Moi j'ai envie de la refaire avec les joueurs de l'époque. À une date plus loin, ouais. Je pense que ça aurait été mieux, ça aurait été différent, ouais. Non mais laisse tomber. Mais tu vois pour la finale là, ce qui est touchant, c'est de voir les joueurs de 86 dans les tribunes. Ouais. Le soir de la finale avec certains anciens coéquipiers comme Basile Boli aussi. Ils avaient été invités pour cette finale, voilà. Et puis c'est un beau geste. Ouais, c'est un beau geste, ouais. C'est vrai. Tous ceux qui avaient, parce que bon, celle de 98, c'est un long parcours de reconstruction déjà. Enfin, voilà. T'as comment t'expliquer les précurseurs de cette équipe de France qui sont invités. Et les mecs, ils sont tous les larmes aux yeux parce que voilà quoi, c'est. Ouais, c'est eux qui auraient dû gagner une Coupe du Monde. Celle de 82, je pense que déjà ils auraient pu gagner la Coupe du Monde, ouais. Ouais, c'est sûr. Ils auraient mérité une finale de Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ouais. Au moins. Ouais, mais même en 82, on devait aller en finale. On devait aller en finale. On devait aller en finale plus que 86 parce que 86, ils sont complètement passés à côté de. Ils étaient cramés à la fin. Ouais, voilà. Ouais, épuisés, ouais, c'est ça. Ouais. Et vous vous souvenez, le lendemain, j'avais acheté l'équipe et la une de l'équipe, c'était marqué pour l'éternité. Ah ouais. Je l'ai tout le temps, moi. Ouais. Je l'ai tout le temps, ouais. Ils ont pas mis. Pour une fois, ils ont pas mis on l'a fait. Ouais. C'est le truc qu'ils ont mis au moins pour 400 000 événements sportifs. On l'a fait, ouais. C'est sûr, ouais. On l'a fait. Ou alors un match capital quand c'est le PSG qui joue, tu sais. Mais bon, dans l'ensemble, une Coupe du Monde réussite, n'importe quoi, une Coupe du Monde réussie. C'est vrai qu'il y a eu du spectacle pendant cette Coupe du Monde. Pour moi, elle fait partie des meilleures que j'ai pu voir, avec celle de 94 que j'avais vraiment adoré. Pour moi, celle de 94, c'est la numéro 1 pour moi. C'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, des jolis buts, des stades archi pleins, des stades vraiment à l'américaine archi pleins, voilà, enfin, dans l'ensemble, pour moi, et après la France 98, pas forcément parce que la France a gagné, mais c'est au niveau de l'ambiance, de l'engouement que j'ai adoré cette Coupe du Monde, quoi. Ouais, moi aussi, c'est plus pour les à côté de l'équipe de France 98. C'est pas forcément pour l'équipe de France, mais plus pour aussi les autres équipes qui ont pris du plaisir à jouer cette compétition. Voilà, on a eu à droit des superbes matchs, quoi. Ouais, et puis le fait aussi qu'on a pu assister à des matchs dans les stades, quoi. Donc oui, toi t'as t'étais allé voir moi quoi, j'ai toi eu la chance. J'ai eu la chance d'aller voir pas mal de matchs. J'ai vu Espagne, Nigeria. J'ai vu. Celui-là, oui. En plus, il était génial. C'était énorme à Nantes. J'ai vu Brésil, Maroc. J'ai vu France, Arabie Saoudite. C'était la chance d'avoir vécu ça, quoi. Et donc, moi, tu vois, je me suis toujours dit, perso, la prochaine fois qu'il y aura un événement en France, j'irai le voir. Et tu vois, Euro 2016. Je m'étais dit avec mon pote, putain, dès que les billets sont en vente, on va le voir. Et là, grosse déception, impossible d'avoir des billets parce qu'il fallait, c'était par tirage au sort, et puis c'était hors de prix surtout, quoi. Ouais. Mais en revenant à Espagne-Nigeria, c'était un sublime match parce que déjà l'Espagne prenait de haut Nigeria. Ouais. Et comment dire. J'étais impressionné par les supporters du Nigeria parce que du début à la fin, c'était une ambiance, mais même quand ils perdaient parce que je sais plus combien ça faisait à la mi-temps, je crois qu'ils perdaient 1-0 ou 2-0 le Nigeria, je crois. Ça, hein, ils ont gagné 3. Je crois qu'il y avait 2-1, qu'ils étaient menés 2-1. Ouais. Et puis après, ils reviennent tout fin de match, c'est Baba Yaro, c'est ça, qui marque le but. Non, Sunday Olysée, pardon. Ouais, mais le Nigeria gagne, je crois. Ah il gagne 3-2, oui. 3-2, c'est ça. Hein. Et c'était
un superbe match parce que déjà l'ambiance phénoménale dans le stade de la Beaujoire, et puis moi j'ai eu la chance avec mon père et puis un de mes meilleurs potes on était juste dans le bas près du terrain, et on a bien vécu vraiment tu te dis putain, t'es dans un match de Coupe du Monde quoi. Donc c'était et puis en plus t'avais un grand soleil, c'était génial, vraiment génial quoi. Donc et le Brésil-Maroc, le Brésil-Maroc, c'est quand tu vois des supporters brésiliens à la télé que tu les vois que à la télé et que tu les vois réellement dans les tribunes, c'est génial quoi. C'est bien, ça joue à Nantes aussi, hein, c'est ça, Brésil-Maroc, et que c'était tout en jaune quoi. Ouais. Tout en jaune, et puis tu vois des supporters qui ont, je sais pas moi, 75 ans, qui sont quand même derrière leur équipe, qui ont fait le trajet exprès. T'as des jeunes, des bambinos, c'est vraiment. C'est ça qu'on avait dit. Je me rappelle plus c'était dans quel épisode, c'était le premier ou deuxième, c'est que tous les supporters de n'importe quel pays étaient venus assister à cette Coupe du Monde quoi. C'était même la Jamaïque, t'avais énormément de supporters jamaïcains qui étaient dans le stade quoi. Tout à fait. Tu veux une anecdote sympa là pour toi, Nico? C'est Luis Fernandez, il avait invité Johan Cruyff à côté à regarder le match dans les tribunes avec l'équipe de France de 86. Il y avait Cruyff et sa femme dans les tribunes présidentielles. C'est pas mal quand même. Ah ouais, c'est sympa c'est sûr. Bon, après, t'avais tous les people à côté et tout. Ouais, bon. Ça n'a rien d'intéressant. Christophe Josse, là, je le vois, il passe à travers tout le monde là pour parler à tout le monde. Et vous vous souvenez de... ça, c'était encore dans les enfants de la télé. T'avais un jardinier qui était venu danser avec les joueurs sur le terrain. Ouais, un black, non? Un black, qui était habillé en vert. Un jardinier, là, il était content, il dansait, puis il s'est fait expulser. Il s'est fait foutre dehors par les vigiles. Il avait une casquette en plus. C'était marrant ça. Mais ouais, dans l'ensemble, Coupe du Monde réussie. Bon, malgré ce qui a pu entacher, c'est cette affaire d'hooliganisme qu'il y a eu entre la Tunisie et puis l'Angleterre, et puis l'Allemagne et l'Allemagne et la Yougoslavie. Non, c'était quoi? Oui, c'était Allemagne-Yougoslavie, là où il y a l'affaire Daniel Nivelle, là, le gendarme qui avait été agressé. Voilà, bon, malheureusement, il y a eu 2 affaires entachées. Il y a eu la mort aussi de Fernand Sastre, qui avait beaucoup participé à ce que la Coupe du Monde se fasse en France. Et mais sinon, à part ça, ça reste un très 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 bon souvenir, un truc vraiment indélébile quoi. Ouais. Et en plus, une réussite aussi par rapport au stade aussi. Les stades, tout ça, je dirais que ce soit l'organisation, et même l'animation avant les matchs, tout ça, c'était super quoi. Et puis le fait les aménagements des stades pour la Coupe du Monde était bien aussi. Bah écoutez, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast qui aura duré 4 épisodes, mais je pense que cette Coupe du Monde on avait besoin d'en parler longuement. On pouvait pas ne pas s'arrêter sur certains détails de match, sur certaines anecdotes. On se retrouve... pardon, vas-y, oui. Juste Nico, juste pour savoir, c'était qui le meilleur buteur de la Coupe du Monde en 98? C'était Davor Schuker. Schuker, d'accord. Ouais, parce que tu vois, je me rappelais plus. Donc, voilà. C'était Davor Schuker, qui a combien 5 buts, non? Je crois qu'il a eu 6 buts. 6 buts, ouais. Croatie, c'est ça. Hein. Ouais, la Croatie, ouais. D'accord. Voilà. Donc merci à vous deux aussi d'avoir participé à cette dernière. On donne rendez-vous pour un prochain rétro podcast. Je sais pas quel thème on abordera. Voilà, à bientôt les gars. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Salut.